Et là où sont mes pieds, je suis chez moi. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. Kaeluna. Kaeluna. Laure, elle est rare, Laure. Elle est aérienne, Laure. Elle est mystérieuse, Laure. Elle est engagée, Laure. Elle est addictive, Laure. Cette femme est une drogue douce. Une fois que vous l'avez rencontrée, vous ne pouvez qu'y aspirer. Aspirer à ce qu'elle émane, à ce qu'elle vibre, à ce qu'elle tait. Il y a de ces femmes qui portent en elles des secrets, des mémoires ancestrales des planètes lointaines. Elle est de cette lignée, Laure. Nos chemins se sont croisés au détour d'une tablée bruyante, généreuse et ensoleillée pourtant. D'elle, j'ai reçu la pudeur de la lune et la douceur du silence. J'aime rencontrer les personnes pour qui elles sont profondément, car avant d'être un rôle ou une fonction, nous sommes. C'est pour cela que j'ai voulu podcaster Laure, pour qui elle est. D'elle, sans savoir ce qu'elle faisait, j'ai conservé cette sensation de grâce et d'esthétisme, j'ai ressenti un être nourri et nourricier. Quand plus tard j'ai compris que sa plume et son corps étaient ses moyens d'expression, cela a sonné juste, mais finalement n'a rien changé. Laure, elle est rare, Laure, elle est aérienne, Laure, elle est mystérieuse, Laure, elle est engagée, Laure, elle est addictive, Laure. Bonjour Laure. Et bonjour. Peut-être une première réaction à cette introduction de ce podcast. Qui reste un peu sans voix. C'est très agréable. Et je suis très heureuse d'être là avec vous. Eh bien, pareillement. Laure Noonan aime ta pudeur. Sans doute car la pudeur est souvent complice d'une forme de rage intérieure. Nous allons le découvrir, ton univers est intense, passionné. Peux-tu nous parler de ton art et surtout nous dire s'il est suffisant à libérer l'expression de tout ce que tu souhaites partager? Alors... Oui, il faut que je me lance. Oui, mais prends ton temps. Ouais. En fait, petite... En fait, voilà, je me suis dit ça. Je suis restée sur ce fil rouge qui est que j'aime raconter des histoires. Ça, c'est vraiment, je pense, la chose la plus commune à tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Et c'est ça. Je suis allée chercher, mais qu'est-ce que tu fais sur cette planète? Et en fait, je pense que c'est ça qui me plaît le plus, raconter des histoires. Alors voilà, petite, mon père me mettait sur la table et il lavait le sol et je lui racontais des histoires. Et il m'a raconté ça il n'y a pas si longtemps. Et je m'en souviens plus, mais il m'a dit, mais si, la baleine avec des longs cils. Et donc, sachant que mon père, il est égyptien, et pour lui, il a un rapport à la langue française d'un étranger. Et du coup, voilà, je fais ce lien avec mon histoire, mes ancêtres et la langue française que je chéris. Et par mon filtre, voilà, je raconte des histoires. Après, c'est intéressant, cette racine égyptienne et ce ton que tu poses sur la langue, parce que j'avais lu un jour sur les hiéroglyphes, où on expliquait que finalement, le hiéroglyphe n'avait pas à être lu, mais à être vécu, même plus que compris. Et que dans ces racines égyptiennes, il y avait la capacité à être l'histoire et pas à la raconter. Donc, je trouve ça assez puissant que tu dises ça, parce que toi qui es tellement aussi spirituel, voilà, tu es sans doute une table de passage. C'est possible. Ouais, je pensais en plus ce matin, je pensais à ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle est d'Alep, elle est de Syrie. Et je me disais, waouh, quand même, je suis en Creuse maintenant. Et il y a tout un voyage qui a été fait à travers mon père. Et maintenant, moi, j'espère transmettre ça aussi, cette orientalité. Portée, ouais, vécue. Ouais. Et justement, tu écris, tu joues et encore une fois, tu portes, t'es une femme forte, à bras le corps, même à bras le cœur, je dirais, l'enjeu amoureux, en tout cas dans les textes que j'ai pu lire de toi. Et j'ai aimé te lire sur ce thème amoureux, qu'importe la forme d'ailleurs, classique ou moderne, quoique j'ai bien aimé le texte un peu urbain de cette séparation. Les femmes se veulent amoureuses dans tes textes et aspirent
à l'intensité. Es-tu une amoureuse qui a choisi l'art pour l'exprimer ou une artiste passionnée du thème amoureux ou les deux finalement? Oui, les deux. Voilà. C'est le « et » qui est intéressant pour dire la même chose que Delphine Ciavaldini. Ouais, le « et » me va. Après, ce qui me meut, c'est ce qui nous rejoint. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'impression de ressentir et de traverser toute seule dans mon coin, ou voilà, avec mes différentes histoires d'amour, le fait que je les mette en scène, ou je les écris, ou je les peigne, ou que je les cuisine, ça me rapproche de celle ou celui à qui il arrive la même chose et qui se sent concerné. Et c'est ça que je pense qui est important dans l'art, c'est de proposer quelque chose à 50% pour que les 50% qui restent soient faits par la personne qui reçoit. Et moi, c'est ce que j'aime devant un tableau ou au théâtre, c'est qu'on ne me dise pas tout et que je fasse le reste. Et je m'approprie la chose. Et que ce présent qu'on partage, surtout au théâtre, ça c'est du pur présent. Ce présent qu'on partage là, les acteurs sur scène et les gens bien cachés dans confortables dans le noir, il y a une alchimie qui se passe et qui soit propre à chacun. Et c'est pour ça que dans les spectacles, j'adore quand les gens ne rient pas au même moment. Et des fois, je repère des caractères, on va dire. Et des couples qui ne rient pas au même moment, ça me fait beaucoup, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Moi, je reconnais dans la question que Luna te pose, est-ce que l'amour est une thématique artistique ou un enjeu personnel? Les deux se rejoignent. Si je vois pas comment on peut faire de l'art qui ne soit pas personnel. On peut faire du commerce qui ne soit pas personnel. On peut faire, mais de l'art dans le sens qui joint, qui fait du lien. Il faut que ça parte d'un endroit intime, complètement intime, presque secret, où on se dévoile. Mais il faut pas dire ce qu'on dévoile, juste on se dévoile. Et puis en face, on voit, la personne y voit ce qu'il a envie d'y voir, ce qu'elle a envie d'y voir. Voilà. Alors Laure, quelles sont les femmes et les hommes qui t'inspirent, ainsi que celles et ceux qui t'ont donné sûrement la sensation de t'augmenter? Parce que on le sent que tu es une femme augmentée. Ah ben voilà. Elle est pudique là. Elle est pudique là. Mais quand même. Mais là, le panthéon de l'inspiration. Je ne sais pas si c'est le bon nom, panthéon, mais en tout cas, ces figures d'hommes et de femmes. Alors, mes premiers chocs, on va dire, de communion avec l'art, ça a été la peinture. Pour moi, ça a été Courbet, Klimt, ça c'était... Par exemple, Judith, j'ai appris très très tard que Judith, c'était une figure avec la tête d'un homme décapité. Et moi, j'y voyais juste un extase totale. Alors, il y est l'extase, mais il y a aussi, il y a la mort, mais il y a aussi l'extase. Donc, il y a la vie, la mort, qui se rencontrent comme ça dans une beauté absolue et qui fait un tableau. Et là, merci. Monsieur Klimt, Gustave. Et puis un autre Gustave, il y a Courbet aussi, les Gustaves du monde entier me plaisent. Courbet, pareil, je suis restée des heures dans ce musée d'Orsay que je vénère. Parce que, en fait, tout ça a aussi un point commun, c'est le lien à soi. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'aime faire une part du travail en tant que réceptacle, spectatrice, tout ça. Et le lien, c'est que ça me renvoie à moi, ça me fait faire le tour
2 mois. Et ça, c'est rare quand même. Grâce à monsieur Covid, le couronné Corona, on a pu avoir accès à ça avec ce confinement, ce premier confinement en tout cas, que ça s'arrête et qu'on ait accès à soi. Et c'est le travail, pour moi, c'est le travail de l'art au quotidien quand il n'y a pas de maladie qui nous empêche de sortir de chez nous et d'aller dans les musées. Mais voilà, pour moi, ça participe du même ressort. Et il y avait, il y a 2 jours, un participant du Vendée Globe dans le 40e rugissant qui était secoué dans sa coquille là, et qui disait « Mais en fait, le Vendée Globe, c'est pas le tour du monde, c'est le tour de soi. » Et je me suis dit « Waouh, quand même, il se donne beaucoup de mal pour faire le tour de lui. T'as qu'à aller au musée d'Orsay. » Mais c'est pareil, c'est ça. C'est quand on touche au sacré, en fait. Chacun a son endroit, effectivement, pour faire le tour de lui. Et toi, ce que tu dis, c'est plutôt les Gustave, quoi. Ouais, c'est plutôt les Gustave. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire le lien avec Covid et la fameuse culture non essentielle. J'imagine ton avis, mais j'aimerais l'entendre quand même. Elle est plus qu'essentielle, elle est vitale. Elle est vitale. Voilà. Et on peut pas, on n'est pas sur Terre pour autre chose que ça, en fait. On se fait croire que on peut en vivre sans, mais en fait, non. Et voilà. Et il faudrait pas très longtemps pour qu'on dégénère complètement si ça continue, mais non, je pense pas. Je pense qu'il y avait y avoir un revival de l'art dans la vie des gens et que du coup le côté essentiel réapparaît justement intimement. C'est plus de la consommation, c'est j'en ai vraiment vraiment besoin. Et c'est ce lien à moi-même, c'est ce lien à soi qui est important. Bon, c'est plutôt un message optimiste et tant mieux. Sur les planches ou la plume à la main, tu as toujours été très active. Comment as-tu pu trouver de l'énergie de créer sans cesse quand on parcourt quand même tout ce que tu as pu faire et ce que tu es en train de faire aussi aujourd'hui et surtout, quelles sont tes envies pour demain ? Alors, mes envies pour demain, là concrètement, j'ai la chance d'être embarquée dans un projet avec Delphine Ciavaldini qui se passe dans un château. Le château d'Olterib, qui est à 2 heures d'ici. Et je participe au niveau de l'écriture pour accompagner et voilà, faire un travail parallèle à son parcours à elle, voilà, où elle va mettre ses pièces. Et donc, on l'a visité la semaine dernière, et c'est un château qui respire le féminin puissant, comme par hasard, et qui est très... La férocité. Ouais, la férocité dans tous les coins, et qui est très vivant des gens qui ont vécu, je sais pas comment, c'est une très mauvaise phrase. C'est voilà, les gens qui ont vécu ont laissé une espèce de trace très palpable, vraiment derrière. Voilà, on s'attend à ce qu'ils soient là, juste avec nous, alors que il date du Moyen-Âge, ce château. Mais il y a des traces et des meubles du 14e, du 15e, du 16e. Et ben voilà, quelqu'un en crinoline qui passe, et ce serait tout à fait normal. Et, tu utilises une œuvre narrative avec elle, là où elle est plutôt une artiste contemporaine qui fait, j'allais dire, qui laisse le spectateur libre de se raconter ce qu'il veut. Toi, tu apportes cette touche-là un peu. Voilà. Est-ce que tu aimes raconter des histoires ? Ouais, j'aimerais me raconter des histoires. Et c'est quoi ton intention dans ce projet avec elle, de cette intention ? Ah ben justement, les derniers occupants de ce lieu c'est un couple très particulier, voilà, qui ont effectivement une histoire hors du commun. Et voilà, on va aller tisser autour de cette histoire d'amour. Une histoire, un fil rouge, là aussi. Et puis, tu as aussi la réhabilitation de l'atelier. Et la réhabilitation de l'atelier dans mon magnifique bleu de travail. Tu peux peut-être nous parler un peu de ce projet ? Alors,
on a acheté donc ces anciennes manufactures de tapisserie qui sont restées fermées pendant 40 ans, mais qui ont été utilisées. Il y avait 70 personnes qui y travaillaient. Donc c'est un énorme outil, un énorme paquebot. Et, Chargé aussi. Chargé, ouais, chargé. Mais chargé d'une création, voilà, c'est très agréable d'y être. Et donc, voilà, on casse des murs, on abat des cloisons et on réhabilite pour en faire encore un lieu de travail. On ne veut pas faire un lieu de vie, on fait un lieu de continuité avec la création. Voilà, donc des bureaux, des bureaux, c'est pas des bureaux, des bureaux pour les artistes. Des bureaux d'artistes. Voilà, pour la culture non essentielle. Exactement, nous allons recevoir. Après, c'est intéressant cette évolution d'avoir été celle qui raconte et puis aujourd'hui, tu es celle qui bâtit quand même pour que d'autres racontent peut-être. Ouais, j'ai hâte de ça aussi. Ça, en avançant dans l'âge, c'est bien qu'il y ait des choses qui se transmettent. T'es encore très jeune, hein. Tout va bien. Je vous rassure. Ouais. Non, mais quand même. Après, c'est marrant, merci pour ce podcast parce que ça fait aussi une espèce de bilan. Et c'est très agréable de faire des bilans quand c'est le moment, en fait. Voilà. Donc, merci. Alors, bilan. Laure, Oui. Tu aimes te grimer. J'ai vu des photos de toi endosser des costumes, et pas n'importe quel costume, défendre des rôles. En quoi devenir une autre te rapproche de toi ? Toujours cette idée d'aller simplement à la rencontre de soi. Alors, tu le disais par le Vendée Globe, ça peut être un peu plus... Ouais. Mais là, tout le monde est en train de l'expérimenter. Enfin, je pense, je sais pas vous, mais le fait de porter un masque dans la rue, on n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conscience de soi. Déjà, on se sent respirer. On a la buée sur les lunettes, c'est pénible. mais il y a un retour à soi qui fait que le masque permet ça. Le masque, le maquillage, le costume, le fait d'être grimé permet cet endroit En fait, c'est comme si on était un peu aussi spectateur, c'est-à-dire être dans l'ombre, et dans l'ombre de quelque chose, dans l'ombre d'un accessoire, et de pouvoir avoir ce lien à soi qui ne regarde que soi, et qui est ce lien précieux qu'on a tous avec nous-mêmes. Ça, c'est fondamental. Et c'est ça qu'on essaye de... Ouais, c'est drôle ce que tu dis, se cacher au regard des autres, c'est se dévoiler à soi-même un peu. Oui, complètement. Ouais. C'est en tout cas rentrer dans une forme de plus de lien avec soi-même. Oui, c'est de la méditation, ça peut passer par beaucoup de moyens. Ça peut être le bricolage ou n'importe quoi, la cuisine. Ouais. Tout ce qui fait qu'on se retire un tout petit peu du monde. On n'est pas obligé d'être moine tibétain. C'est juste se retirer un tout petit peu. Et rien qu'avec un masque en tissu, on se retire un petit peu du monde. Et cet espace-là, il est qu'à soi. Et du coup, on peut y mettre ses pensées les plus intimes. La liste de courses, c'est possible, mais on peut aussi y mettre des prières, on peut aussi y mettre des rêves. Et ça, c'est précieux. Et justement, toi qui es pudique, autant le travail d'écriture, je trouve... te ressemble dans tout ce qu'il dégage. Après, c'est vrai que te voir sur scène avec des costumes aussi extravagants, c'est une façon pour toi de dépasser une forme de timidité. Comment tu vis ce travail par le corps ? Alors, en fait, je l'ai découvert en jouant le serpent dans Le Petit Prince. Et j'avais 12 ans et donc j'étais très très grande déjà à l'époque. Oui, tu es toujours très grande. Mais ça se voyait encore plus parce que vraiment mes camarades étaient vraiment en deçà de mes épaules. Et donc, le serpent, ça se prêtait parfaitement. Et j'ai trouvé ça d'une richesse et d'une liberté
qui était difficile de retrouver après en dehors de la scène. C'est très très difficile. C'est une chose aussi à laquelle on goûte quand on est acteur et qu'on a la chance de pouvoir aller dans des endroits de création, enfin des mondes loin, loin de soi justement pour le coup. Et oh là là, ça c'était merveilleux. J'ai encore les frissons. Et du coup, voilà, c'est resté tout au long de mon travail, ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir endosser des costumes et des talons qui me mettaient à 2 mètres. Avec mon metteur en scène qui faisait 1m60. C'était très bien. En tout cas, tu portes une dimension physique dans l'incarnation qui est vraiment intense. Quel est ton rapport à la terre et aux traditions, toi qui es né en Corse? Est-ce que tu te sens dépositaire de cette culture? Après, maintenant que j'entends que tu as un papa égyptien, il y a quand même du lourd qui coule dans les veines. Une maman syrienne. Il y a de la Méditerranée. Il y a de la Méditerranée. Mais ma mère est normande, donc il y a aussi du nord. Non, je ne suis pas dépositaire de la culture corse, pas du tout, parce que d'abord, je ne parle pas la langue. Par contre, j'y suis née, j'y ai grandi et j'y ai été différente, donc de par mes origines, de par voilà, mon physique. Et cette différence, je pense que c'était ma chance et c'était mon apport, je sais pas comment dire. Ta contribution. Ma contribution, voilà, à l'échange. Et donc, voilà, j'y ai grandi, puis je suis partie faire des études de théâtre et de cinéma, et puis après, je suis revenue avec une compagnie, et on a vraiment traversé les routes de Corse avec les spectacles. Et là, je me suis rendu compte que j'avais les clés. Donc, je savais comment ça fonctionnait. Et en même temps, j'apportais quelque chose de vraiment différent et presque étrange, bizarre. Et du coup, ça a créé des rencontres voilà, magnifiques. Et du coup, je me suis dit, c'est ça, c'est ma contribution, c'est vraiment ça, quoi. C'est le fait de dire... je suis d'ici, mais je suis aussi d'ailleurs, et on peut mélanger. On n'est pas obligé d'être forcément que d'une seule lignée ou que d'une seule façon de voir le chant, la langue. Tout ça est très bien, tout ça existe par lui-même. Mais c'était mon ouverture avec cette terre corse que j'aime vraiment du fond de mon cœur, mais non, je ne suis pas dépositaire. Non, je ne suis pas dépositaire de rien du tout. Mais, à part de toi. Ouais, à part de moi. Et ça, tu le portes depuis toute petite. J'ai l'impression que tu nous disais au début de ce podcast que tu aimais raconter des histoires, mais ce que je ressens en t'écoutant, c'est que tu as dit quelque chose de très joli. Je suis d'ici, mais aussi d'ailleurs. Ce ici et ailleurs en même temps, c'est quelque chose que tu portes depuis toute petite. Oui, forcément, avec un père égyptien dont je n'entendais pas l'accent quand il parle en français. Il a un accent, mais adulte, on m'a dit, mais ton père, il a un accent, et je ne l'entendais pas, en fait. Et du coup, c'était complètement intégré pour moi, cette chose des extrêmes entre le nord et le sud. Donc, ouais, je suis d'ici et d'ailleurs, ouais. Et tant mieux. C'est joli, Luna, et tant mieux. Que souhaites-tu pour l'époque, Laure? J'imagine que tes créations à venir seront inspirées de nos enjeux de demain. Te sens-tu l'âme d'une activiste? Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi qui revendique quelque chose? J'ai beaucoup entendu, je sens que le duo avec Delphine, cette puissance du féminin, vous êtes faits l'un par l'autre, l'une par l'autre aujourd'hui. Ouais. On se connaît depuis longtemps, et du coup, c'est un bonheur de pouvoir se... Ah, il y a un camion qui passe. C'est un bonheur de pouvoir se
se suivre et se regarder grandir, se regarder avancer dans l'âge. J'y reviens. Et d'être un peu témoin l'une pour l'autre des avancées. Ça, c'est précieux. Et activiste, j'utilise des activateurs. Donc, j'active l'activateur dans la dentosophie, parce que je suis aussi dentosophe, qui est une autothérapie qui fonctionne avec une espèce de mâchouille de boxeur. Voilà. Et ça s'appelle un activateur. Donc je me dis qu'en ça, j'active. Mais c'est aussi... Ça revient au fait de retourner en soi, revenir en soi, et de s'extraire un tout petit peu du monde et de cultiver ce jardin. Tu es activiste du retour à soi. Ouais, ça c'est bien, ça j'adore. Voilà. Tu nous inspires le voyage et les mondes imaginaires. Quels sont tes lieux ressources? Et puis toi qui es tellement intérieur, tes voyages intérieurs? Mon lit. Mon lit. J'adore mon lit. C'est un endroit qui est forcément très, très... Pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, j'aime beaucoup dormir et j'aime beaucoup... Imaginer. Ouais, rêver, ouais. Rêver et écrire dans mon lit. J'aime beaucoup écrire dans mon lit. Voilà. J'ai moins l'occasion maintenant de faire des longues plages de temps. De rêverie. Oui, ou même de rêverie, exactement. Ou de rien. Des plages de temps de rien. Où tu es juste allongé. Qui sont juste la préparation du plein. Ouais. Donc c'est pas rien du tout. Mais... Ouais. C'est un vide indispensable. Et qui nettoie aussi. Un vide qui invite à la création qui viendra en temps voulu, mais c'est le lit. Avant, j'aurais dit la Corse, parce qu'il y a la maison de mes parents, la maison où j'ai grandi, que j'aime toujours autant, mais je pense que justement, maintenant, je gagne en autonomie, et du coup, un lit suffit. C'est bien, en plus, tu gagnes aussi en frugalité. Déplacement. C'est cohérent avec ton projet. Pour continuer sur cette légèreté, je te propose tes 3 derniers kiffs. Alors, mes 3 derniers kiffs. Le dernier kiff, c'était ce podcast avec vous deux. Merci. On prend. Parce que c'est voilà, un joli voyage que vous m'avez proposé. Je vous remercie tous les deux. Et le kiff d'avant, c'était l'autoroute, s'arrêter sur les aires d'autoroute et acheter des livres d'art à 10 €. Parce que c'est possible d'acheter des livres d'art à 10 € dans les cafés, station-service. Et voilà, le dernier, il est magnifique. C'est Le Beau et le Bizarre, une collection d'art, de peinture du 19e au Centre d'art de Nantes. Voilà, magnifique, 10 €. Et c'est un kiff. Et le kiff d'avant, je pense que c'était les oiseaux de la teinturerie, des tentures du château d'Olterib, les oiseaux. C'était un grand kiff. Après, je suis une grande kiffeuse. Donc, il doit y avoir un kiff toutes les heures. Et voilà, ça, je sais pas, c'est mon côté taureau qui a besoin de beaucoup de plaisir. Donc, voilà. Ouais. Merci. Alors, on finit toujours par les questions de Kaeluna. Très bien. Ensemble ou à deux? Alors, il n'y a pas assez de à deux. Il y a beaucoup de ensemble. Vive la famille. Mais j'aimerais bien à deux. Là. Ouais. Le message peut passer. À deux. À deux, s'il te plaît. À deux. On lui enverra le podcast. Romantique ou passionné?
Ah, les deux. Ah, les deux, les deux. Les deux. Passionnément romantique. Romantiquement passionné. Non, ouais, les deux. Et passionné ailleurs que dans la romance et romantique ailleurs que dans la passion. Tout ça me plaît beaucoup. Alors, sur scène ou dans ton lit? Dans mon lit avec un public autour. Bah écoute, ça peut être une idée. Bon. Ça peut être une idée. Mais quand Surtout que ta chambre est très très grande. Oui, c'est vrai, franchement. Je peux loger toute une jauge. Non, mais c'est vrai que quand on est sur scène et qu'il y a une espèce de... C'est pas toujours, malheureusement, mais des fois, quand il y a une grâce comme ça qui est attente, bah, on pourrait être dans son lit à ce moment-là. Et les gens, ils sont là et on est dans son lit. Et c'est bien. Et c'est bien, on est bien. Et peut-être pour finir, un mantra, une devise, quelque chose qui résonne souvent en toi dans ces périodes de rêverie, même s'il n'y a rien, il y a peut-être si t'as pas le courage de le faire, fais-le sans courage. Ça, c'est vraiment une phrase qui me plaît beaucoup et que j'arrive à, voilà, qui me vient souvent, c'est-à-dire parce que j'ai beaucoup de trac, j'ai beaucoup d'empêchements, d'auto-sabotage, des choses comme ça que je nettoie, hein, je m'améliore. Mais du coup, cette phrase-là, elle m'a simplement libérée. Voilà. Et là où sont mes pieds, je suis chez moi. J'adore ça. J'adore ça. Là où sont mes pieds, je suis chez moi. J'adore ça. Il y en a qui s'approprient plus facilement cette phrase que d'autres. Oui, c'est vrai, ça peut être terrible aussi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Avec pudeur. Eh ben, merci de ce moment. Moi, je suis très heureuse parce que tu es quelqu'un que j'aime très intimement. Et je sais que tu sais. Et qu'on partage. Et moi, je sais que j'ai vu. J'ai compris maintenant. J'ai compris. En tout cas, merci beaucoup, Laure. Ouais. C'était un joli moment. Merci, Luna. Merci, Arnaud. Kai Luna. Kai Luna.